Merci beaucoup Clémentine et Anne-Laure pour cet exposé qui est vraiment exhaustif. La difficulté, c'est que j'ai noté des questions et au fur et à mesure que je notais les questions, en fait, vous donniez la réponse. Tant mieux. Exactement, tant mieux. Ce qui est agréable et ce qui me met moi dans une situation inconfortable. Alors, on va passer maintenant à la partie questions-réponses. Donc, j'invite les participants à poser leurs questions dans la rubrique questions. Alors, pour cette partie questions-réponses, il y a juste la précision, l'adresse, en fait, c'est la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, hein, qui est une refonte récente d'avril de la directe. Et puis, j'ai une première question. Vous avez évoqué à plusieurs moments le fait que le CDI pouvait être suspendu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un CDI suspendu? Parce qu'on pourrait penser à premier abord qu'un CDI, finalement, c'est tout le temps, puisque c'est indéterminé, et vous dites qu'il peut être suspendu. Alors, c'est quoi un CDI suspendu? Alors, il y a différentes causes de suspension du CDI. C'est quelque chose d'assez juridique. Et souvent, quand on parle de suspension du CDI et de rupture conventionnelle, on va penser à l'arrêt maladie. C'est une des causes de suspension, une des premières causes de suspension. L'arrêt maladie, ça peut aussi être le congé maternité. Mais là, c'est ça, c'est ce qu'on vise, hein. Les cas de suspension, je ne vais pas tous les retrouver parce qu'on a un article du Code du travail qui va les évoquer. Puis il y a des choses qui nous intéressent vraiment pas aujourd'hui. Mais en gros, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est l'arrêt maladie. L'arrêt maladie va suspendre le CDI, c'est-à-dire que le CDI existe toujours. À la fin de l'arrêt maladie, le CDI va reprendre totalement et entièrement sa vie. Mais on a quand même cette notion de suspension parce qu'il y a un certain nombre d'obligations liées au contrat de travail, et notamment les premières obligations de base dans l'exécution du contrat de travail. L'employeur, c'est de donner du travail et le salarié d'exécuter le travail. Donc, quand on est en arrêt maladie, ça suspend ses premières obligations primaires, en quelque sorte, d'exécution du contrat. Donc, la suspension du CDI, c'est un contrat qui existe toujours, mais dont les principales obligations vont être suspendues avec une cause extérieure justifiée, et notamment un arrêt maladie justifié par un personnel un médecin en l'occurrence. Voilà ce qu'on entend par suspension du CDI. Ça répond à la question? Tout à fait, tout à fait. Ouais. Parce qu'effectivement, dans certaines représentations, on peut se dire un CDI, c'est tout le temps, et vous dites qu'il peut être suspendu, et on peut se demander, quand on n'est pas féru de droit du travail, pourquoi. Alors, que se passe-t-il en fait si le salarié ou l'employeur ne répondent pas à la proposition de rupture conventionnelle? Il se passe quoi? Eh ben, le salarié contacte l'employeur, sollicite une rupture conventionnelle et l'employeur ne répond pas. Il se passe quoi? Et en fait, c'est une des choses sur lesquelles on souhaitait appeler à la vigilance des salariés, parce qu'en fait, souvent la question nous est posée, et en fait, il ne se passe rien. C'est-à-dire que l'employeur, comme le salarié, peuvent parfaitement laisser lettre morte une demande de rupture conventionnelle. C'est le côté amiable de la rupture conventionnelle et l'intention commune des parties est vraiment la colonne vertébrale en fait de la rupture conventionnelle, en tout cas juridiquement. Donc, on ne peut jamais reprocher à un employeur de ne pas avoir répondu à une demande de rupture conventionnelle du salarié, de la même façon qu'on ne peut jamais reprocher à un salarié de ne pas avoir accédé à la demande de rupture conventionnelle de l'employeur. Donc, il peut très bien ne rien se passer à la suite de cette demande de rupture conventionnelle. Et est-ce qu'il y a une obligation de répondre si on n'est pas d'accord de la rupture, de répondre non, ou est-ce qu'il n'y a pas d'obligation? Est-ce qu'il peut y avoir une espèce de reproche, de vice de forme, si on ne dit rien? Aucun vice de forme, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, par contre, c'est vrai que s'inscrivant dans un cadre de souffrance au travail où un salarié aurait déjà alerté sur une dégradation de la relation de travail, sur une dégradation de sa santé, on peut imaginer que s'il écrit à son employeur qu'il souhaite une rupture conventionnelle du contrat et que l'employeur ne répond pas du tout, on peut imaginer que
ça serait une stratégie pas complètement indiquée pour l'employeur. Ça viendrait sûrement alourdir les reproches que le salarié pourrait faire à l'employeur sur le terrain de la loyauté de l'exécution du contrat de travail. Mais en soi, il n'y a vraiment strictement rien qui oblige aucune des parties à répondre au salarié, enfin, ou à l'employeur. Ouais. Et dans le cas contraire, si c'est l'employeur qui fait une proposition au salarié, qui lui, le salarié est en situation de souffrance au travail, s'il ne répond pas, on ne peut pas lui dire, mais alors vous êtes en souffrance, en même temps votre employeur vous fait une proposition, vous répondez pas, finalement, qu'en est-il vraiment de cette souffrance au travail? Du tout, effectivement, le salarié n'est pas du tout obligé d'entrer en discussion quand il est dans, notamment, hein, et pas que d'ailleurs, mais notamment quand il est dans un cas de souffrance au travail, il peut ne pas répondre, surtout quand il est en arrêt maladie, hein, il peut très bien ne pas répondre, ou il peut aussi répondre à son employeur. Mon état de santé ne me permet absolument pas d'entrer en discussion et de discuter sereinement d'une rupture conventionnelle. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se dessine et c'est pour ça qu'on trouvait intéressant de venir discuter de ça ensemble. Parfois, de l'ordre un peu d'un reproche, c'est-à-dire, bon, vous dites que c'est plus possible cette situation, vous dites que vous êtes en souffrance et que ce n'est plus possible, on vous propose une rupture conventionnelle et vous refusez. C'est peut-être qu'en fait, le principe de la rupture conventionnelle, il n'est pas approprié en fait à ce genre de circonstances. C'est peut-être tout simplement ça, la réponse à la question. De se dire que quand on est en souffrance et que médicalement, on a des éléments qui signifient qu'on ne peut plus entrer en contact, on ne peut plus travailler, ou en tout cas que le contrat est suspendu, peut-être que le meilleur moyen de mettre fin à cette souffrance et de quitter l'entreprise, c'est pas la rupture conventionnelle. C'est peut-être juste ça la réponse. Alors, sur cette question de la souffrance au travail, en fait, le médecin généraliste, lui, ne peut pas certifier que la souffrance de la personne est due au travail, parce que le médecin généraliste n'est pas formé sur la médecine du travail, il n'est pas habilité à aller dans l'entreprise, il peut que constater la souffrance du patient qu'il a. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on a de plus en plus de cas de contestation des avis médicaux qui sont rendus. Les médecins sont alertés par leurs conseils, par les conseils de l'ordre, qui leur disent d'être vigilants dans la façon de rédiger les certificats. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les médecins peuvent quand même continuer à rédiger des certificats. C'est vrai qu'ils peuvent notamment émettre un diagnostic, en fait, expliquer le diagnostic qu'ils font de la situation, expliquer l'état médical dans lequel ils trouvent la personne qui est en face de leur patient, décrire les symptômes. Mais par contre, c'est vrai, le lien entre ce qu'ils constatent, donc l'état médical de la personne, les symptômes et ce qu'on peut imaginer qui se passe au travail, les médecins sont invités à ne pas établir de lien entre les deux. En fait, le seul médecin qui pourrait faire formellement le lien, établir formellement le lien entre les deux, et encore, est-ce qu'il peut aller jusque-là, ça serait le médecin du travail qui se serait déplacé dans le cadre de l'entreprise, dans l'entreprise, et aurait directement constaté certaines choses. Mais ça n'empêche pas au médecin, encore une fois, d'établir le constat de la souffrance de la personne qu'il a en face de lui. Donc, et puis, c'est le salarié, il a le droit de dire, moi, voilà mes symptômes, et moi, j'estime que cet état-là est en lien avec la relation de travail. Et puis, si même il a envie de le faire constater par le juge, c'est au juge d'établir le lien entre les deux. C'est pas au médecin d'établir le lien entre les deux, c'est au juge de se prononcer. Le médecin, il établit un diagnostic, il explique les symptômes de la personne, et puis charge à nous, avocats, aux salariés, de venir démontrer, et pourquoi pas, que cette dégradation, ces symptômes seraient le résultat de fautes commises par l'employeur. Mais en effet, le médecin, on ne peut pas lui demander d'aller plus loin que d'établir les symptômes de la personne. D'accord. D'où l'importance de voir aussi le médecin du travail, pas simplement pour la visite de la reprise, mais dès qu'il y a souffrance. Et lorsque le salarié fait une demande auprès du médecin de façon directe, il est prioritaire sur les rendez-vous. Il n'y a pas des mois d'attente. Le médecin intervient très rapidement.
Ouais, le médecin intervient très rapidement. Le médecin du travail peut parfaitement recevoir les salariés quand ils sont en arrêt maladie. C'est vrai que des fois, il y a un peu cette légende urbaine qui circule de dire que on ne pourrait venir voir le médecin du travail que une fois l'arrêt maladie terminé. Non. Un salarié qui est en arrêt maladie à la suite d'une souffrance au travail ressentie peut parfaitement et est totalement invité à prendre contact auprès du médecin du travail pour en discuter avec ce professionnel de santé au travail qui est le médecin du travail. Et c'est clair que plutôt que d'attendre la visite de reprise pour rencontrer le médecin du travail, on l'invite à le faire le plus rapidement possible pour en discuter, pour expliquer les choses, pour expliquer le contexte. Ça semble quand même tout recommandé de le faire le plus vite possible. Ouais, d'autant plus que lorsque on reprend le travail, eh bien, on n'est plus ou on est très peu en situation de souffrance. Et donc, le médecin ne pourra constater que ce qu'il constate, c'est-à-dire un salarié qui va quand même beaucoup mieux que quand il était au début de l'arrêt de travail. Ou alors, on est en situation de souffrance et on va être déclaré inapte. Sauf la situation, c'est la souffrance perdure, effectivement. Alors, des fois, on a quand même des constats entre deux et qui peuvent être intéressants aussi parce que la souffrance au travail n'engendre pas toujours le licenciement pour inaptitude ou une rupture de contrat. Ça peut aussi, et le médecin du travail il peut travailler avec le salarié et avec son médecin traitant aussi, pourquoi pas, sur des reprises en temps partiel thérapeutique, sur des reprises progressives sur des reprises progressives du travail. Sébastien, j'ai l'impression qu'on vous perd. Ah bon? Ah non, oui, ok. Non, pardon. Excusez-nous. On a une petite information. On vous voit plus, mais a priori, vous nous entendez, vous nous voyez. Oui, j'entends toujours très bien, oui. Voilà, on n'en vient pas forcément systématiquement. Ça peut être des reprises progressives en prenant le temps et plus on aura travaillé en amont avec le médecin du travail là-dessus et plus ça sera simple pour lui de guider de la façon la plus adaptée possible au moment de la fin des arrêts maladie. Ouais. Alors, on a des questions des participantes, là, pour le coup. Sylvie demande, dans le cadre d'une résiliation judiciaire, pour souffrance au travail et validée par les prud'hommes, l'employeur peut-il faire appel de la décision? Et si oui, sous quel délai? Alors, appel de la décision du conseil de prud'homme, oui, bien sûr, toujours. L'employeur, le salarié peuvent toujours contester la décision du conseil de prud'homme. En fait, la partie déçue peut toujours contester la décision du conseil de prud'homme. En l'occurrence, on a un délai d'1 mois pour interjeter appel d'une décision du conseil de prud'homme. On est envoyé devant la cour d'appel qui va réétudier entièrement l'affaire de A à Z. Avec des délais assez longs. Ça dépend en fait des cours d'appel, mais avec des délais qui peuvent être, nous c'est Rennes, notre cour d'appel qui est compétente, qui peuvent être à peu près de 2 ans et demi, 3 ans avant d'obtenir une deuxième décision des juges. Ouais, c'est très long. Ouais. D'accord. Amel demande si c'est un médecin psychiatre qui a établi le certificat avec le lien de souffrance au travail. Est-ce que c'est recevable si c'est un médecin psychiatre? Finalement, un médecin généraliste peut, et un médecin psychiatre aussi peut le faire? Oui, le médecin psychiatre peut le faire. Un psychologue peut établir un certificat aussi qui va venir étayer les symptômes de la personne. C'est vrai que le psychiatre est quand même tout désigné pour pouvoir établir les symptômes de la personne qu'il a devant lui. Et bien sûr, le médecin du travail, fort d'un certificat d'un psychiatre qui attesterait de cette souffrance au travail, on l'a dit tout à l'heure, en tout cas de la souffrance de la personne, qui attesterait de la souffrance de la personne qu'il a en face de lui, c'est clair que c'est quelque chose d'important pour un médecin du travail. Je suis pas médecin du travail, mais je le constate. Nos clients nous le rapportent. Quand vous avez un certificat médical au dossier, notamment d'un psychiatre, qui atteste de vos symptômes, bien sûr, le médecin du travail, ça va venir étayer le dossier médical et ça va venir conforter sa vision des choses. Ouais, avec une précision quand même sur la question du psychologue. Le psychologue n'étant pas médecin, comme tous les autres psys, hormis le psychiatre, en fait, il ne peut pas poser de diagnostic. Par contre, il peut attester d'une série de signes cliniques en disant que le patient indique que c'est en lien avec son emploi.
Et ça peut être précieux pour le médecin du travail. D'ailleurs, de plus en plus, je trouve, et ça c'est vraiment une bonne chose, le médecin du travail envoie vers des psychologues du travail, pris en charge par les services de santé au travail, en recommandant 3-4 séances auprès d'un psychologue du travail et demande au psychologue du travail son avis. Au travers d'une attestation, d'un certificat de psychologue sur l'état de la personne qu'il a pu recevoir. Donc, les services de santé au travail, eux-mêmes, au travers de ça, attestent du fait que ça peut être important et ça peut être précieux, l'avis du psychologue du travail, dans le dossier médical et puis surtout aussi dans les soins. Pour vous, votre patient, nous, notre client, le mécanisme du soin pour remédier à cette souffrance au travail, c'est quand même capital. Oui, oui. Alors, Amel demande si le médecin du travail est salarié de l'entreprise, ce qui est possible, et que le médecin du travail n'ose pas se prononcer parce qu'il est dans un conflit de loyauté. Est-ce qu'il est possible de dénoncer ce conflit-là, en fait, ce conflit de loyauté de la part du médecin? Ça paraît compliqué. Je pense que, alors j'entends, ça serait l'idée que le médecin du travail ne serait pas totalement indépendant. Moi, je crois qu'il faut quand même leur faire confiance. Cela étant, peut-être pour aider cette personne qui pose cette question-là, plus votre dossier médical va être complet quand vous allez le déposer sur le bureau du médecin du travail, et plus le médecin du travail va avoir confiance dans ce dossier médical. C'est-à-dire que s'il est étayé par des certificats de psychologue, s'il est étayé par des certificats médicaux de psychiatre, s'il est étayé par des ordonnances médicamenteuses, s'il est étayé par donc un certain nombre d'éléments médicaux probants, on peut imaginer que le médecin du travail, même s'il est salarié de l'entreprise, ça reste un médecin qui a prêté serment. Donc avec un dossier médical bien ficelé, aura une vision quand même assez précise de la situation et je pense, à mon sens en tout cas, moi c'est ce que je dis à mes clients, c'est le meilleur moyen de bien travailler avec le médecin du travail, qu'il soit salarié d'un service de santé au travail ou d'une entreprise. D'ailleurs, il n'y a pas besoin que le médecin du travail soit salarié de l'entreprise pour qu'il soit en hésitation sur une souffrance au travail. Il y a des médecins qui ne sont pas salariés de l'entreprise et qui peuvent hésiter également parce que le dossier leur paraît pas assez solide pour ça. Voilà. Et c'est Anne-Charlotte. Oui. C'est tout à leur. Enfin, c'est ce qu'on attend d'eux en fait. C'est ce professionnel de santé en fait. Donc c'est normal qu'ils demandent un dossier médical bien étayé pour pouvoir se prononcer. Tout à fait. Anne-Charlotte demande quel est le meilleur moment pour intégrer le soutien d'un délégué du personnel dans le processus d'une rupture conventionnelle. Est-ce que c'est dès le début ou est-ce qu'il faut attendre un peu? Alors, plus vite. Il y a un bon moment. Est-ce qu'on peut dire d'une façon générale qu'il y a un bon moment et un mauvais moment pour le faire? Ou est-ce que c'est au cas par cas? Non, il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment pour le faire. C'est bien de le faire rapidement, je pense. Oui. Mais par contre, c'est bien de discuter, mais d'ailleurs, pour tout en fait, en matière de rupture conventionnelle, c'est bien de discuter en amont. Comme il n'y a pas, la procédure est hyper libre, avant de figer les choses, d'écrire les choses, moi, c'est ce que j'invite systématiquement à faire, c'est de prendre contact auprès des personnes. Donc, de prendre contact auprès du représentant du personnel pour s'assurer du fait qu'il va soutenir notre démarche, notre volonté de faire émerger cette notion de souffrance au travail, c'est de s'assurer que l'interlocuteur qu'on a en face de nous est réceptif à cette souffrance au travail, à cette volonté de faire un lien entre la rupture conventionnelle et la souffrance au travail, à faire émerger ces choses-là. Enfin, en fait, je dirais la priorité, c'est de s'assurer que le représentant du personnel est bien réceptif et puis pourquoi pas, après, l'employeur est réceptif. C'est vrai que souvent, les personnes nous demandent « Est-ce que ça vaut le coup que j'écrive à mon employeur pour demander une rupture conventionnelle ?» Bah non, non. S'il vous a dit que ça serait non, ça sert à rien d'écrire. Au contraire, même vous allez laisser des traces dans votre dossier. Ne faites pas ça. Il faut l'accord des deux parties. Donc, c'est pas parce que vous allez écrire que votre employeur va dire oui. Donc, c'est d'abord s'assurer auprès des différents interlocuteurs, employeurs, représentants du personnel,
ils sont réceptifs. Et s'ils ne le sont pas, il faut trouver d'autres solutions. D'accord. Amel demande, est-ce qu'un temps partiel peut être refusé par le médecin du travail? Un temps partiel thérapeutique? Oui, 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 oui. 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 En général, ils sont quand même plutôt ouverts à la question. Moi, je trouve que quand nos clients ont été sur ce chemin-là, les médecins du travail sont plutôt facilitateurs. Alors après, ils sont médecins, donc il faut qu'ils estiment que leur patient soit en mesure de reprendre en temps partiel thérapeutique. Mais si la personne en a envie, c'est quelque chose qui se passe souvent vraiment en concertation avec le médecin traitant et aussi avec l'employeur pour voir si c'est quelque chose de possible dans l'entreprise, le temps partiel thérapeutique. Mais si le médecin traitant est volontaire pour que le médecin du travail puisse préconiser ce temps partiel thérapeutique, en général, les médecins du travail sont plutôt volontaires. Oui, ils suivent, ouais. Et Elisabeth demande, est-ce qu'elle peut faire une demande de rupture conventionnelle pendant un arrêt maladie? Oui. La réponse était oui. Hein. Oui. Ouais, tout à fait. Mais voilà, il faut être très vigilant en fait. Hein. Moi, je conseille toujours à nos clients de commencer par s'assurer du fait. En fait, je prends souvent l'image de la bouteille à la mer. C'est-à-dire que quand vous prenez absolument pas attache auprès de qui que ce soit dans l'entreprise pour vous assurer du fait que la rupture conventionnelle a des chances d'aboutir, moi j'ai un peu ce sentiment que la personne va envoyer sa bouteille à la mer sans savoir où et quand ça va arriver, dans quelle oreille ça va bien pouvoir tomber. Et moi je trouve que une rupture conventionnelle, il faut d'une façon ou d'une autre s'assurer que en face de nous on a quelqu'un qui va plutôt avoir une oreille ouverte à cette rupture conventionnelle avant d'écrire en arrêt maladie, par exemple. Ouais, donc c'est oui, mais pas dans n'importe quelle condition, en fait. Ouais, moi il faut être vigilant à ça. C'est qu'est-ce qu'on va en faire derrière, et puis se poser la question, et ça, Sébastien, vous me diriez sûrement mieux que moi, mais psychiquement, il faut envisager un plan B, en fait. Oui, oui, toujours. Ah oui, bah oui. Parce que sinon, en fait, ça accentue le sentiment de souffrance. Bien sûr. Donc, il faut envisager que l'employeur puisse refuser. Et qu'est-ce que je fais si l'employeur refuse? Voilà, c'est ce sur quoi on voulait vraiment alerter les salariés. Il y a autre chose qui existe. Il y a d'autres solutions qui peuvent exister, notamment en cas de souffrance au travail. Et il faut réfléchir à cette hypothèse de refus de l'employeur. Il faut y réfléchir, et pour y réfléchir de façon éclairée, et là, pour le coup, vraiment avec l'expérience, il faut consulter un avocat, parce que seul l'avocat connaît vraiment les ficelles juridiques de ça, et ne pas y aller un peu à l'aveugle, au doigt mouillé, comme parfois certains salariés le font. Et dernière question de Sylvie, si l'employeur refuse la décision des prud'hommes, pour une résiliation, par exemple, judiciaire pour harcèlement moral, par exemple, elle dit, que se passe-t-il pour le salarié? Est-ce qu'il doit réintégrer l'entreprise en attendant la décision de la cour d'appel? Alors, ça dépend. En arrêt de travail, il y a un refus, l'employeur refuse la décision des prud'hommes. Donc, alors, déjà, c'est rarissime les cas de réintégration. Ça veut dire que dans notre hypothèse, le Conseil de prud'homme prononce la résiliation judiciaire du contrat, prononce la nullité du contrat pour harcèlement moral et prononce la réintégration du salarié. Ce qui, moi, en 12 ans d'expérience, la réintégration, je l'ai jamais vue. Hein. Surtout en cas de souffrance au travail, je suis très perplexe sur le fait que le Conseil de prud'homme prononce la réintégration du salarié dans le cas d'une souffrance au travail. Mais dans cette hypothèse où le Conseil de prud'homme va prononcer la réintégration et où on aurait une exécution provisoire de la décision sans se poser la question de savoir s'il y a un appel qui sera interjeté ou non, bah oui, dans cette hypothèse qui me semble ultra rarissime, ça voudrait dire qu'il faudrait réintégrer le salarié, effectivement. Ouais. Alors, à mon avis, avec la médecine du travail, obligatoirement, en passant, en envoyant ou en demandant à la personne de rencontrer la médecine du travail nécessairement. D'accord. C'est hypothétique. Hein. Ouais. Et ultime question, alors finalement, est-ce que l'employeur peut suggérer une rupture conventionnelle
alors que le salarié a entamé une procédure auprès du CPH en lui demandant d'annuler celle-ci le cas échéant. Donc en fait, ça tourne mal. Le salarié entame une procédure et l'employeur dit oui, bon, on va peut-être plutôt faire une rupture conventionnelle. Alors, en fait, la rupture conventionnelle, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Donc, on peut toujours, employeur ou salarié, ouvrir la porte à une négociation avec le salarié, la personne qu'on a en face de soi. Par contre, il ne faut pas user d'une force. La personne est en souffrance, en tout cas par hypothèse. Donc, il faut être quand même particulièrement vigilant pour l'employeur comme pour le salarié. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête d'un salarié qui est en souffrance. L'employeur n'est pas le mieux placé pour juger en fait ce qui se passe dans la tête du salarié qui est en souffrance. Donc, il faut se méfier. Pourquoi pas une négociation, sûrement plus facilement entre avocats plutôt que de prendre contact auprès de la personne directement. Donc, une négociation, pourquoi pas. La rupture conventionnelle, c'est pas une baguette magique qui résout tout. Hein, donc, pourquoi pas une négo? Pourquoi pas dans le cadre d'une rupture conventionnelle, mais en faisant super attention quand même à cette personne dont l'état de santé est avéré et l'état de santé, en tout cas, serait dégradé par hypothèse. Hein. On part du principe que la personne serait dans un état de santé dégradé avec des justificatifs médicaux au dossier. Il faut quand même se méfier de ça. C'est une personne qui, a priori, n'est plus en mesure d'entrer en contact avec son employeur puisqu'on est en suspension du contrat. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Très bien, merci beaucoup Anne-Laure Bélanger et puis Clémentine Picorit pour cet exposé suivi des réponses aux questions. Avec plaisir, merci pour votre invitation. Et puis à une prochaine. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir Sébastien, au revoir à tous.